Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec un immense enthousiasme dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on fait un bond vertigineux dans le futur. L'idée, c'est de laisser derrière nous la médecine traditionnelle, vous savez, celle qui se contente de panser les plaies, pour plonger tête la première dans la science ultra pointue de la régénération du corps vivant. On parle d'un domaine où la science-fiction est littéralement en train de devenir une réalité clinique. C'est un truc de fou, alors plongeons-nous tout de suite là-dedans. Pour commencer, il y a une question scientifique assez profonde qui s'impose. Pourquoi est-ce que certaines créatures, comme la petite salamandre, peuvent recréer un membre entier après une amputation, alors que nous, les humains, on doit se contenter d'une bête cicatrice? Nos corps colmatent les brèches avec des tissus rigides et imparfaits, alors que dans la nature, certains animaux ont un véritable super-pouvoir biologique. Ce contraste est absolument fascinant, et c'est exactement ce que nos scientifiques tentent de raquer. Voici comment on va décortiquer tout ça aujourd'hui. On commencera par les leçons de la nature, ensuite on verra la révolution des cellules souches, puis on parlera de la bioimpression pour sculpter le vivant, on abordera après le grand défi de la vascularisation, pour terminer en beauté sur CRISPR et la réécriture du code génétique. Allez, première étape, les leçons de la nature. Pour bien visualiser la différence, prenez la métaphore d'un chantier de construction. Face à une blessure, la médecine humaine classique, c'est un peu comme un maçon pressé qui coulerait du ciment bien rigide pour boucher un trou. C'est la cicatrisation. Le mur tient debout, pas de souci, mais il a perdu toute sa souplesse. La vraie régénération, par contre, c'est comme reconstruire ce même mur avec de l'argile vivante et malléable pour créer de nouvelles briques identiques aux précédentes. C'est une réparation parfaite sans aucune trace. Et le grand champion incontesté de cette argile vivante, c'est l'axolote, une petite salamandre aquatique assez mignonne. Face à une amputation, il ne fait pas de cicatrice. Il crée ce qu'on appelle un blastème de régénération. Concrètement, c'est une masse de cellules molles qui vont se multiplier pour faire littéralement repousser une patte, un œil ou même un morceau de son cerveau. Et tenez-vous bien, le détail le plus époustouflant là-dedans, c'est que le génome de ce petit animal est 10 fois plus massif que le génome humain. Impressionnant, non ? Et ce n'est pas le seul miracle de la nature. Prenez le poisson zèbre. Si on lui perce le cœur, il ne va pas former une cicatrice permanente qui va l'affaiblir pour le reste de sa vie. Non, les cellules de son cœur vont littéralement inverser le cours du temps. Elles redeviennent immatures et se multiplient, guidées par l'épicarde qui sert de tuteur. Le résultat ? En à peine 90 à 100 jours, un nouveau tissu vivant s'est formé et la cicatrice a complètement disparu. C'est une prouesse qui laisse tous les cardiologues rêveurs. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, la fameuse révolution des cellules souches. Le point crucial ici, c'est de bien capter ce qu'est une cellule souche. Imaginez encore notre maison en construction. Une cellule adulte normale, c'est une fenêtre ou une porte. Sa forme est définitive. Mais une cellule souche, c'est notre brique d'argile brute. Elle possède deux super pouvoirs incroyables. Primo, elle peut se multiplier à l'infini pour que le chantier ne manque jamais de matériel. Et secondo, elle peut se transformer ou se différencier pour devenir n'importe quel organe vital. Et l'histoire de cette découverte est passionnante. Des années 60 jusqu'à la fin des années 90, on est passé de cellules adultes, très limitées, à des cellules embryonnaires humaines capables de tout créer. Mais le vrai séisme, le basculement absolu, a eu lieu en 2006. Le chercheur japonais Shinya Yamanaka a réussi un tour de magie biologique monumental. Il a pris de simples cellules de peau adultes, il y a inséré juste 4 gènes, et paf, il a réussi à les reprogrammer pour qu'elles redeviennent des cellules souches vierges avec un potentiel infini. D'ailleurs, il y a une petite anecdote géniale sur cette découverte. Le docteur Yamanaka a décidé de baptiser ces cellules les iPS, avec un I minuscule. Vous devinez pourquoi ? Il s'est tout simplement inspiré de l'iPod d'Apple, qui cartonnait dans le monde entier à ce moment-là. Il espérait secrètement que sa technologie se propagerait dans tous les laboratoires du monde avec le même succès fulgurant. Et devinez quoi ? L'histoire lui a donné 100 fois raison. Mais bon, gardons quand même les pieds sur terre. Il faut séparer la réalité clinique de la science-fiction. Aujourd'hui, les greffes de moelle osseuse ou la peau pour les grands brûlés, c'est prouvé, ça fonctionne. Remplacer des neurones pour Parkinson, on est en plein dans des essais cliniques fascinants. Par contre, faire repousser des organes massifs entiers, ça reste hypothétique. Pourquoi ? Parce que ces cellules ont un côté sombre. Si on ne les contrôle pas à la perfection, une fois dans le corps, elles peuvent construire n'importe quoi de manière anarchique, ce qui forme des tumeurs très dangereuses qu'on appelle des tératomes. Allez, on passe à notre troisième étape, la bioimpression, ou comment on sculpte littéralement le vivant. Imprimer des cellules, toutes seules, c'est impossible. Elles s'écraseraient comme des crêpes et mourraient instantanément. C'est là qu'intervient la bioencre. C'est un mortier ultra intelligent. On y mélange les cellules vivantes, de quoi les nourrir, et surtout des hydrogels protecteurs qui vont figer la structure en 3D dès la sortie de l'imprimante. Sans ce mortier magique, sculpter un organe serait juste impensable. Historiquement, on faisait pousser la biologie au fond d'une boîte de pétri, en 2D. Tout était plat, incapable de former un organe complexe. Mais avec l'ingénierie tissulaire moderne, on construit en 3D.
Grâce à des échafaudages microscopiques, les cellules peuvent s'empiler, monter des murs et surtout communiquer entre elles en hauteur. C'est ce qui permet d'achever la construction de notre fameuse maison biologique. Et franchement, la vitesse des progrès donne le vertige. Dès 1999, Anthony Atala imprimait déjà des structures de vessie. Mais le plus dingue, c'est qu'au début des années 2000, certains pionniers ont carrément bidouillé des imprimantes de bureau classiques à jet d'encre pour leur faire cracher des cellules vivantes. Et regardez où on en est. En 2023, la science a réussi à imprimer une peau humaine complète, avec son épiderme, son derme et tout le reste. Quatrième point, et c'est sûrement le plus gros frein actuel, le défi de la vascularisation. Ce chiffre est tout petit, mais ses conséquences sont massives. 100 à 200 micromètres. Retenez bien ça. C'est la distance maximale à laquelle n'importe quelle cellule vivante peut se trouver d'un vaisseau sanguin. Au-delà de ce minuscule espace, c'est fini. La cellule s'étouffe, privée d'oxygène, et meurt noyée dans ses propres toxines. Si on reprend notre métaphore du bâtiment, fabriquer un bout de peau fine, c'est simple, c'est comme monter une tente. Mais imprimer un cœur ou un foie massif en 3D, ça ne sert strictement à rien si on n'a pas tout le réseau vasculaire à l'intérieur. Construire un organe solide sans vaisseau sanguin, c'est littéralement comme bâtir un gratte-ciel de 100 étages sans installer une seule canalisation ou bouche d'aération. Les cellules au milieu n'ont aucune chance de survie. C'est vraiment le mur absolu entre le laboratoire et la table d'opération aujourd'hui. Ce qui nous propulse vers notre cinquième et dernière frontière, CRISPR, ou l'art de réécrire le code. Cet outil, qui est probablement le plus puissant de notre époque, n'a même pas été inventé de toutes pièces. Il a été trouvé dans la nature. Dès 1987, on savait que les bactéries avaient un système de défense immunitaire contre les virus appelé CRISPR. Mais tout bascule en 2011, quand les chercheuses Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna se croisent à Porto Rico. L'année d'après, elles détournent ce système naturel pour en faire un outil synthétique. Boum, prix Nobel. Et la mécanique de CRISPR-Cas9 est d'une élégance absolue. Pour faire simple, c'est la fonction CTRL-F, le fameux rechercher et remplacer de votre ordinateur, mais appliqué directement à l'encyclopédie de notre ADN. L'ARN guide va traquer une faute de frappe génétique spécifique. Ensuite, l'enzyme Cas9 agit comme de petits ciseaux moléculaires pour la découper. Il ne reste plus qu'à laisser la cellule réparer ou remplacer la séquence. C'est de la microchirurgie de génie. Et attention, ce n'est plus juste de la théorie sur un tableau blanc. Prenez le protocole Casgevy, qui sauve déjà des vies contre la drépanocytose, une maladie du sang affreuse. Des patients, comme Victoria Gray, se font extraire leurs cellules souches, qui sont ensuite éditées en labo par CRISPR pour réactiver une hémoglobine saine. Ensuite, il faut bien le rappeler, le patient subit une très lourde chimiothérapie pour nettoyer son corps avant qu'on lui réinjecte ces nouvelles supercellules. C'est un vrai parcours du combattant, mais le résultat est un miracle médical. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse, avec une question qui donne franchement le vertige. Quand on combine les cellules souches, la bioimpression 3D et l'édition de notre propre code génétique, on franchit une ligne immense. Alors posez-vous la question, est-ce qu'on est encore en train de faire de la simple réparation médicale pour soigner des maladies, ou est-ce qu'on est littéralement en train de redessiner et de réinventer le futur biologique de l'espèce humaine? Je vous laisse méditer là-dessus et à très bientôt.